Actu Météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. La Maurienne, victime d'un violent séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter. C'est le scénario établi par les secours pour tester leur réaction si un tel événement survenait dans la région. L'exercice a mobilisé des centaines de figurants et près de 200 pompiers venus de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi d'Italie. Les spécialistes du géant, soit une grosse partie de l'équipe de France de ski, sont à Tignes en ce moment pour leur traditionnel stage de préparation. Avant d'attaquer les choses sérieuses et les compétitions, ils seront dans quelques jours en Autriche pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde à Solden. Et puis en cette pré-Toussaint, rencontre avec Anne-Sophie Fagion. Cette Iséroise a créé une société de restauration de pierres tombales et intervient dans le sud Grésivaudan. Elle propose des services et objets personnalisés dans un univers de plus en plus uniformisé. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les titres et c'est l'image du jour. Des milliers de policiers dans la rue, sous les fenêtres notamment de la garde des Sceaux Christiane Taubira, pour dénoncer ce qu'ils appellent le laxisme de la justice, mais aussi la surcharge de travail et le manque de moyens. Manuel Valls leur a répondu et annoncé des mesures. Et puis difficile à croire, et pourtant des maisons de retraite qui rognent sur la nourriture des pensionnaires. Cela se passe dans le Gard en raison de la baisse de dotation du département, expliquent les responsables de ces EHPAD. Vous l'avez entendu dans les titres, les policiers étaient donc appelés à manifester aujourd'hui devant les tribunaux pour exprimer leur ras-le-bol. Rassemblement à Annecy ou encore à Chambéry, dont on voit ici les images. Les syndicats s'en sont pris à la justice, ils pointent du doigt des dysfonctionnements. Même son de cloche à Grenoble, où là aussi les policiers étaient mobilisés. Céline Aubert-Aigré et Nathalie Rapuc sont allées à leur rencontre. On regarde leur reportage. Légitime défense inadaptée. C'est le cri de désespoir d'une police qui s'estime délaissée et fragilisée. Sur le terrain, elle est en première ligne. Elle est aussi de plus en plus souvent une victime. On a l'impression de vider la mer avec un dé à coudre et ça devient insupportable au quotidien d'aller travailler à l'hôtel de police et de se rendre compte que notre travail n'est pas valorisé et qu'il ne fait pas l'objet d'un suivi à la hauteur de nos attentes par les magistrats. La justice pointée du doigt par les policiers en colère. Partout en France, c'est le même discours, la même analyse. La semaine dernière à Saint-Ouen, un policier de la brigade anticriminalité a été gravement blessé par un braqueur multirécidiviste. L'homme était en cavale à la faveur d'une permission qui pose question. Regardez le cas du délinquant qui a tiré sur le collègue. Quand même une trentaine voilà, de dossiers. À 24 ans, il y a quand même un souci. Et si on faisait le cumul des peines qui auraient dû être prononcées sur les différents dossiers, je ne pense pas qu'il serait dehors. Complexité des gardes à vue, procédures inadaptées aux mineurs, mais aussi manque de moyens humains et matériels. Une situation grave qui mobilise jusqu'à la hiérarchie. Devant le palais de justice, le numéro 2 de la police grenobloise est venu manifester avec ses hommes. Le problème pour nous sur le plan judiciaire, c'est plutôt la lourdeur et la complexité des procédures actuellement et qui fait que la mise en cause de quelqu'un dans le cadre d'une procédure judiciaire est devenue un véritable parcours du combattant et qui est quasiment impossible à mener à terme avec un résultat qui correspond aux efforts qui sont faits et aux attentes de la société. À l'issue des mouvements aujourd'hui, une table ronde doit être organisée dans les 7 jours à Paris. Le gouvernement y recevra les représentants syndicaux de la sécurité intérieure et de la magistrature. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Stéphane Rivière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental du FPIP en Isère, c'est la fédération professionnelle indépendante de la police. Alors Manuel Valls s'est exprimé dans l'après-midi, il a annoncé une batterie de mesures, parmi lesquelles alléger la gestion de la garde à vue et des enquêtes, durcir les peines pour le trafic d'armes, en voici quelques-unes. Est-ce que ces mesures vous ont convaincu? Ces mesures, pour l'instant, ne sont qu'à l'état d'annonce. Si effectivement M. Valls simplifie la procédure pénale, allège les formalités, ça peut être qu'un mieux pour les fonctionnaires concernés en service d'investigation. Néanmoins, ce n'est pas à l'heure actuelle le vif du sujet. C'est quoi le vif du sujet? Le vif du sujet, c'est plus concernant les policiers par rapport aux événements récents du collègue de la BAC en Seine-Saint-Denis, les moyens, la légitime défense et le laxisme
que nous dénonçons de la justice. Le couple justice-police ne fonctionne pas, selon vous ? Ça ne fonctionne pas, bon, c'est pas tout à fait un couple non plus, mais effectivement, non, ça ne fonctionne pas. Les policiers au quotidien font un travail énorme. Derrière, les policiers en investigation mènent des enquêtes lourdes, avec les contraintes qui leur sont imposées par un code de procédure pénale qui a été réformé il y a quelque temps et qui a encore alourdi considérablement la charge de travail pour ces enquêteurs. Et au final, après le travail des policiers sur le terrain et le travail des policiers en investigation, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une réponse judiciaire adaptée et à la hauteur du travail fourni et à la hauteur surtout des actes qui sont commis par ces délinquants. Je voudrais qu'on parle un petit peu du manque de moyens. Quelle est la situation, par exemple, à Grenoble? Vous me disiez que parfois, il arrive que vous soyez qu'une patrouille pour toute la nuit sur toutes les communes? Et effectivement, le manque cruel de moyens qui est dénoncé depuis bien longtemps. Alors là, effectivement, il y a des faits d'actualité qui font qu'on se mobilise. Mais ce manque de moyens, il est récurrent, ça s'aggrave de plus en plus depuis des années. Sur Grenoble, effectivement, par exemple, il arrive qu'il y ait une, deux patrouilles au maximum pour les 7 communes. Et ça pose problème parce que la police, en plus de la voie publique, assure des missions telles que les gardes de détenus hospitalisés. Et toutes ces servitudes, il faut les assurer. Et quand on est, par exemple, sur une servitude telle que celle-ci, on n'est pas sur la voie publique. Il manque quoi, 13 postes, c'est ça, sur Grenoble, par exemple? Il faudrait, oui, au moins ça. Au moins ça. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Rivière, d'avoir répondu ce soir à nos questions. Merci. La personne âgée de 88 ans, gravement blessée dans l'incendie criminel d'un immeuble à Vienne lundi, n'a pas survécu à ses blessures. Elle était hospitalisée à Lyon. À noter qu'un adolescent de 16 ans a été présenté aujourd'hui devant le juge d'instruction de Grenoble. C'est la première fois qu'un exercice d'une telle ampleur est organisé en Savoie. Durant 24 heures, une vaste manœuvre de sécurité civile s'est déroulée dans la vallée de la Maurienne à partir d'une catastrophe fictive, un tremblement de terre. Près de 200 sapeurs-pompiers rhône-alpins et italiens ont testé leur capacité de secours et de coordination. Xavier Schmitt avec Dominique Sommet. Les victimes sont nombreuses. Dans cette seule maison, 2 morts et 11 blessés. Heureusement, il ne s'agit que d'un exercice. Il simule les dégâts d'un tremblement de terre dans la vallée de la Maurienne. Des chiens de recherche viennent aider les sauveteurs, une équipe franco-italienne. C'est l'occasion pour se confronter, pour regarder les techniques des uns des autres et pour faire un bilan à la fin des exercices. Le camp de base, une fourmilière. Près de 200 pompiers participent à cette grande manœuvre de sécurité civile. Ils viennent des départements de Rhône-Alpes et d'Auvergne et des régions de Turin et du Val d'Aoste. Tous ont la même spécialité, le sauvetage des personnes ensevelies. On travaille avec des équipes qui savent utiliser des matériels capables de découper des bétons, de scier des ferrailles, de soulever des plaques de béton, tout en sécurisant la zone de chantier dans la progression des sauveteurs pour aller dégager ces victimes ensevelies. Pour les besoins de l'exercice, les pompiers interviennent sur plusieurs sites dans la vallée. Sur les 12 victimes, on a 2 décédés. Le poste de commandement coordonne les secours en liaison avec les autorités. On est obligé d'avoir une structure de commandement organisée pour savoir à l'instant précis qui est où et quelles actions sont menées, et aussi de manière à pouvoir recenser les moyens, recenser les victimes. Et après, quelque chose qu'on n'a pas joué, mais dans la réalité, faire l'évacuation sur les centres hospitaliers en accord avec les services du SAMU. Durant 24 heures, les sauveteurs testent leur réactivité au plus près d'une crise réelle. Ils sont épaulés par une centaine de bénévoles, notamment pour jouer les victimes. Politique avec le décès de Gilbert Biessy, l'ancien maire communiste d'Échirolles en Isère, est décédé hier à 81 ans, victime d'un AVC. Il était resté près de 20 ans à la tête de cette commune. Gilbert Biessy avait aussi présidé le SNTC, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise. Son portrait avec Françoise Gay. Les trams et les bus, ça a toujours été le cheval de bataille de Gilbert Biessy. Durant une quinzaine d'années, il a présidé le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Grenoble et s'est battu ensuite pour la gratuité pour les personnes âgées, avec la ferveur qui le caractérisait. Mais je vous le dis, c'est inacceptable de notre part.
Voilà, j'en ai terminé. Né en 1934 à Montferrat en Isère, ce fidèle communiste a laissé son empreinte sur la ville d'Échirolles, dont il a été le maire de 81 à 99. Élu député de 93 à 2007, avec un score historique de 100% des voix en 97, Gilbert Biessy est toujours resté fidèle à des convictions comme la liberté d'expression et la tolérance. Une longue carrière politique commencée en 68. Parce que comment vous l'aviez eu cette investiture du... À Nerpic, j'ai été élu devant une assemblée de 2200 salariés, toutes catégories confondues, à l'unanimité, moins 17 abstentions, président du comité de grève pendant 5 semaines et demie. Je vous prie de croire que c'est quelque chose qui marquera ma vie. Hein. Aujourd'hui, les drapeaux de l'hôtel de ville d'Échirolles sont en berne. Là, vous l'avez entendu, drapeaux en berne. Et aujourd'hui, beaucoup d'habitants d'Échirolles se sont déplacés jusqu'à l'hôtel de ville pour signer le registre de condoléances. De nombreuses personnalités politiques de la région de Grenoble ont aussi rendu hommage à Gilbert Biessy, dont les funérailles se dérouleront ce samedi à 14 h. Elles seront précédées d'une cérémonie organisée à l'hôtel de ville par Renzo Sully. C'est lui qui avait succédé à Gilbert Biessy, dont il était très proche. On l'écoute au micro de Céline Aubert-Aigré et Nathalie Rapuc. Lorsque j'ai été élu maire, en lui succédant, il était à mes côtés, et je dis que j'avais la chance de succéder à un grand-maire. Pas par la taille, mais par sa capacité. C'était quelqu'un qui avait, je dirais, du charisme, qui était capable d'écouter, mais en même temps de lever la voix, en même temps de mettre le poing sur la table. C'était quelqu'un qui était fort dans ses convictions et qui était pugnace sur les objectifs à atteindre et les gens à défendre. C'était quelqu'un qui était très populaire parce qu'il était populaire. Troisième volet de notre série sur l'impact de la baisse des dotations de l'État. Regard ce soir sur la commune de Grenoble, contrainte de mener une réflexion sur son aide aux associations. Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Tous ensemble, Grenoble mobilise face à la crise. Moins 40 millions d'euros d'ici à 2017. L'impact de la baisse des dotations de l'État touche durement la ville qui, comme toutes les communes, doit faire des choix douloureux, notamment au niveau de l'aide aux associations. Je suis obligée de reconnaître qu'un certain nombre d'associations, y compris d'éducation populaire, vont voir leurs subventions, disons, restreindre. Mais c'est dans une logique globale pour avoir une répartition différente, qui soit équitable, qui fasse que tout au long du mandat, toutes ces associations puissent continuer à avoir des perspectives et encore une fois accueillir nos enfants. Parmi ces associations, la Maison d'Enfantine. Elle accueille chaque année 100 à 150 petits de 3 à 6 ans à qui elle offre une éducation un peu différente, de type Freinet ou Montessori. J'ai une petite fille qui a un handicap moteur, donc c'est pas évident de mettre son enfant dans n'importe quelle structure. Il nous faut aussi des endroits comme ça pour permettre à notre fille de continuer à se développer de manière naturelle dans la société française. Ça fait 2 ans qu'elle est là et elle a évolué par rapport aux arts plastiques, par rapport aux sorties. Agir aux échelles des associations, aux échelles des enfants, c'est aussi agir pour notre futur. Faire de l'enfant un individu à part entière, lui apprendre la relation sociale et l'estime de soi, des méthodes alternatives qui abordent les petits avec bienveillance et se répandent dans le monde entier. Mais elles ont un coût. Si on n'avait aucune aide et si les parents n'avaient pas d'aide suivant leur quotient, en fait, on serait obligé de débourser pour un accueil à enfantine d'un enfant 70 € par jour et par enfant. Voilà, donc ça, on le dit souvent aux parents, c'est important de se rendre compte qu'on est dans un pays où les choses sont possibles. Pour la ville de Grenoble, aider ce type de structure, c'est préparer demain un choix d'une société nouvelle menacée par la baisse des dotations. Le tissu associatif en France a un caractère particulier au sens où, pour partie, il accompagne les services publics. Et donc, à partir du moment où on nous retire des dotations qui ont des répercussions sur toutes nos activités, y compris nos relations avec les associations, mais malheureusement, pas seulement, bien évidemment, on les met en danger. Et on met en danger ce qu'elles portent comme activité ou comme valeur, ou les deux. En réaction à ce désengagement de l'État, la ville de Grenoble a mis en ligne il y a 10 mois une pétition adressée au président de la République, au gouvernement et aux parlementaires.
Et dans le 4e et dernier volet, demain soir, nous entendrons le préfet de l'Isère et nous verrons comment le territoire de Bièvre-Valloire compte sur l'intercommunalité pour faire face à ces difficultés. Et la baisse des dotations de l'État rejaillit aussi sur la politique culturelle de la nouvelle municipalité grenobloise. La ville vient en effet de retirer la gestion de 2 théâtres, le 145 et le Poche, au collectif Le Tricycle. Depuis 4 ans, ce groupe d'artistes œuvrait pour la création théâtrale contemporaine. Il dénonce aujourd'hui une décision prise sans concertation. Damien Borelli et Maxime Kemener. Est-ce qu'on peut reprendre à l'extinction totale de la race des bigots? C'est bon pour vous? Sur la scène du théâtre 145, Grégory Fèvre et ses comédiens répètent leur nouvelle création « On aurait dû laisser un mot ». Cette pièce tragicomique met en scène des morts qui racontent leur vie. Mais une autre mort préoccupe le metteur en scène, celle du tricycle. Grégory Fèvre a participé en 2011 à la naissance de ce collectif dédié à la création théâtrale. La décision de la ville de Grenoble de suspendre l'aventure et de reprendre la gestion du 145 est un vrai désaveu. L'envie, c'était d'avoir un lieu de laboratoire, d'expérimentation où plusieurs compagnies pouvaient venir essayer de faire des choses. C'était l'envie aussi de pouvoir créer des passerelles avec les autres équipements, d'inviter le public aussi à voir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir ailleurs et puis prendre le pari aussi de se planter. Les artistes ont l'impression que leur lieu de travail leur échappe et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, pour quelle visée. On a du mal à se satisfaire de l'unique argument économique parce qu'on peut très facilement le discréditer. On n'est pas sûr que ça fasse beaucoup d'économies. Nous étions bénévoles. Il y avait toute une organisation autour qui faisait que les compagnies, on essayait de les porter pour qu'elles puissent, entre guillemets, sortir de Grenoble. La mairie, qui saluait il y a peu l'expérimentation du tricycle, ne reconduira pas ses 187 000 € de subvention l'an prochain. La reprise des théâtres de Poche et 145 en régie directe est un choix économique. Au vu de nos contraintes budgétaires, nous voulons garder toutes les salles publiques et surtout ouvertes. Il n'est pas question de fermer de salles. Effectivement, à l'issue du mois de janvier 2016, nous arrêtons avec l'association Tricycle, mais pas avec les compagnies, pas avec le spectacle. Au 145 et au théâtre de Poche, en lien avec le théâtre municipal qui a changé depuis cette année, nous allons fédérer et avoir des lieux qui vont travailler en commun. Solidaire du tricycle, le syndicat national des arts vivants dénonce une reprise en main sans dialogue et appelle la municipalité à une concertation rapide avec l'ensemble des acteurs du spectacle vivant. C'est un site qui devrait générer à terme 200 emplois. L'usine CG a été inaugurée ce matin à Fontaine, près de Grenoble. L'entreprise va produire les nouveaux compteurs d'électricité Linky qui seront déployés sur l'ensemble du territoire par ERDF à partir de la fin de cette année. Ces appareils communicants seront les maillons essentiels des futurs réseaux électriques intelligents, plus économes en énergie. Plusieurs millions d'entre eux seront fabriqués sur le site isérois. Une implantation qui n'a pas été choisie au hasard. On écoute Laurent Demortier, le PDG de CG. On a trouvé d'abord une concentration d'entreprises dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des réseaux électriques. Donc ça, c'était fondamental. On a trouvé des locaux adaptés, c'est-à-dire qui nous permettent d'être en relation avec d'autres industriels. Et on a trouvé un portefeuille d'industriels dans le domaine de l'électronique et de la mécanique important. Du sport à présent, Alexis Pinturault, Jean-Baptiste Grange ou encore Tessa Worley. Les stars du ski français sont à Tignes cette semaine pour un stage de préparation en vue des prochaines compétitions. Les exercices se déroulent sur le glacier de la Grande Motte où se sont rendus Grégory Lespinasse et Didier Albrand. Une rentrée sous le soleil. Sur les pentes de Tignes, les Bleus prennent des couleurs. Après une saison blanche, les filles de l'équipe de France ont effacé l'ardoise et repartent à l'assaut d'une saison sans autre enjeu que la Coupe du Monde. C'est quand même une belle reconnaissance de régularité et ça c'est des choses que j'apprécie beaucoup et que j'ai envie d'aller chercher. Donc c'est sûr que d'être présente du début à la fin de saison, c'est important, oui. Les hommes, eux, en revanche, ont dans le rétroviseur les bons résultats de la saison dernière en slalom géant. Avec 3 Français dans les 7 premiers au classement de la discipline, les géantistes français affichent quelques ambitions. On a bien travaillé cet été et j'espère que voilà, on va faire encore mieux. Mais c'est sûr que plus on est bon, plus ça devient difficile de faire mieux. Mais bon, voilà, notre objectif, il reste des places devant, donc notre objectif c'est
d'aller chercher ces places. Là. Maintenant, il faut aller chercher les victoires. Et ça, c'est le gros cap à franchir. Et c'est là maintenant où on doit aller chercher le plus, c'est chercher les victoires. Parce qu'on a des bons résultats d'ensemble, de densité, mais en termes de victoire, c'est pas exceptionnel. Et pour aller chercher ses victoires, le ski alpin tricolore mise aussi sur son chef de file, Alexis Pinturo. Le prodige du ski français qui, à 24 ans, doit désormais confirmer les solides espoirs placés en lui. Je fais partie des têtes d'affiche parce que je suis assez polyvalent, mais il ne faut pas oublier les autres qui, comme Jean-Baptiste ou Julien, ou même les plus jeunes comme Mathieu, Victor, qui eux sont souvent là et commencent à pousser aussi pas mal. Et les choses sérieuses vont vite commencer, ce sera le 24 octobre pour les femmes et le 25 octobre pour les hommes, avec le premier géant de la saison à Zolden. Et on poursuit notre page sport avec du hockey sur glace et cette belle affiche. C'est même le classique de l'année. Samedi, Grenoble reçoit Rouen. Les deux clubs sont les frères ennemis du hockey et cette année plus que jamais, en cause les frères Tinel. Ils sont jumeaux, mais l'un d'eux joue à Grenoble et l'autre à Rouen. Ce week-end, ils se retrouveront donc face à face pour la première fois et surtout pour jouer la première place du championnat. Jordan Guéant et Maxime Kemener. Nom de famille, Tinel, nationalité canadienne. Prénom Sébastien et Marc-André. Les jumeaux Tinel, désormais frères ennemis du hockey français, au centre d'une vieille rivalité entre deux clubs. D'un côté Sébastien, le grenoblois, et Marc-André, le rouennais, pour un choc au sommet. Ça va être spécial, j'ai hâte, ça va être quelque chose qui n'arrive pas souvent dans une vie, donc on va en profiter. Le mot, je crois que c'est bizarre. Ça va être surtout pour... du coup, on va jouer pour la première place. Alors, Pour la première fois, les frangins vont s'affronter. Alors chez les Tinel, les liens du sang ne résisteront pas à l'épreuve de la glace. Les deux, on veut gagner. Les deux, on n'est pas des mauvais perdants, mais on n'aime pas perdre. Alors, comme je suis sûr qu'ils ne vont pas me faire un cadeau, j'en fais pas aussi. On va bien s'amuser, on va quand même essayer de se mettre quelques boîtes, je suis sûr. Puis, ouais, c'est parfait, moi je mets les contre-boîtes, c'est parfait. Mais on va quand même essayer de se donner un peu de fil à retordre, je pense que c'est un peu normal. C'est un peu comme jouer contre son meilleur ami, mon frère c'est un peu comme mon meilleur ami. Donc. Avec Rouen, Marc-André, 2 fois meilleur pointeur du championnat, a soulevé à 6 reprises la Coupe Magnus. À Grenoble, Sébastien entend désormais faire aussi bien comme quand les deux frères jouaient gamins au Canada. Avec un frère jumeau, c'était parfait. En fond. J'étais quasiment plus content que quand lui marquait que si je marquais. On voulait s'entraider plus que d'autres choses. Nous, si on s'amuse pas, on joue pas. Donc on s'amuse. Puis pour le reste, c'est ça. Je pense qu'on se ressemble. À moins qu'on mène 10-0 puis il marque un but, là, je vais être content pour lui. Tant mieux pour lui. Mais sinon, non. Samedi soir, il n'y aura donc qu'une seule devise, malheur au vaincu. Mais un malheur de courte durée, car chez les Tinel, la relève se prépare déjà. Un tout autre sujet à présent, nous sommes à quelques semaines de la Toussaint, l'occasion de se pencher ce soir sur le travail d'Anne-Sophie Fagion. Cette Iséroise a créé une société de restauration de pierres tombales. Elle propose des services et des objets personnalisés au plus proche du défunt. Aurélie Massé et Jean-Pierre Rivet l'ont rencontrée du côté de Tullin. Tandis que d'autres vont au bureau, elle rejoint les cimetières. À 28 ans, c'est une voie peu banale qu'a choisie cette jeune femme. Après un master de géologie, puis un CAP de tailleur de pierre, Anne-Sophie s'est lancée dans l'art funéraire. Elle restaure des tombes, crée des objets, du sur-mesure sur un marché de plus en plus standardisé. Malheureusement, l'offre actuelle ou à grande échelle, c'est pas toujours possible, tandis qu'un petit artisan, je pense, pourra aller au plus proche de ce que la famille désire ou au plus proche de la personne qui est décédée. Donc soit dans un texte, un poème, pourquoi pas un poème que la personne a écrit, ou alors dans une image. Anne-Sophie a installé son atelier chez elle. Ici, pas de plaques de granit. Cet artiste leur préfère des roches moins froides, aux formes naturelles. Donc moi je propose également d'autres types de pierres, des calcaires, ou par exemple ici de la stéatite, qui est une pierre assez tendre et qui existe dans plein de couleurs différentes, des verts, des roses, parfois elle est veinée, elle a des pois, etc. Et donc rien que la couleur rend déjà un joli objet, et en plus après on peut la personnaliser en faisant des formes, des sculptures. Et les commandes arrivent aussi pour les vivants. La plaque de l'école, celle de la mairie, la petite entreprise a très vite pris son envol.
Par exemple, là, c'était une personne qui avait ramassé une pierre à la Bérarde pendant une randonnée avec un ami et qui voulait lui faire un petit souvenir de cette journée, donc, et qui voulait une gravure d'un chamois. Donc j'ai proposé plusieurs petits dessins et ensuite on a pu se mettre d'accord. Les prix varient selon la pierre, la taille de l'écriture, la police et les ornements. Comptez environ 7 € la lettre pour une gravure à la feuille d'or. Avant de nous quitter, cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes, un jaguar qui s'était échappé du domaine des Fauves à Fitilieu en Isère a finalement été retrouvé et capturé. Cette petite escapade a mobilisé de nombreux gendarmes durant une partie de l'après-midi. Plus d'informations sur notre site internet alpes.france3.fr. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain à 19 h. Passez une très, très belle soirée.